Bonjour à toutes et à tous, et pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur la télé du Salon. On est au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, et là vous êtes au Social Club. C'est l'émission où on place la littérature en plein cœur de la société. Et comme hier, Sylvie Vassalo est avec moi pour en parler. Ça va depuis hier, Sylvie ? Très bien, le salon a commencé avec plein d'enfants, on est content. C'est chouette, on est là jusqu'à lundi et aujourd'hui notre thème c'est Écolo le livre. On va discuter du fonctionnement de la chaîne du livre, d'éco-responsabilité et de développement durable. Mais Sylvie, pourquoi le thème de l'écologie est lié au thème de la littérature jeunesse ? En fait, il est intimement lié au thème de la littérature de jeunesse et c'est un grand sujet d'actualité. Il est lié déjà par le nombre d'histoires que les auteurs et les autrices racontent aux enfants et qui parlent de la question de l'avenir de la planète. Il est lié parce que le livre s'est fait avec du papier, même quand il est en numérique, ça pose des questions d'écologie. Donc du papier, des quantités de papier. Ce papier est-il recyclé ou non? Quelles encres sont utilisées? Où le papier est-il imprimé? Est-ce que le livre voyage avant d'arriver ici en France, par exemple? Donc ça fait vraiment énormément de questionnements. Vous allez en discuter, je crois. Et c'est important pour nous tous aussi de se dire qu'on peut agir quand on est dans le monde du livre sur cette question qui concerne évidemment tout le monde. Et je crois que vous avez un chiffre qui est assez significatif de cette question de l'écologie dans le monde du livre. Oui, c'est un chiffre qui montre à quel point le livre aujourd'hui est imprimé en quantité. Cette année, en France, 19 000 titres de littérature de jeunesse ont été édités. Donc 19 000 titres qu'on doit multiplier à chaque fois par un certain nombre d'exemplaires. Ça fait beaucoup. C'est à peu près 2 fois plus qu'il y a une dizaine d'années. Alors on peut s'en réjouir parce que ça montre le dynamisme du secteur. Ça montre aussi que les enfants et les jeunes sont vraiment des lecteurs. Mais on peut aussi s'interroger sur la possibilité que tous ces livres arrivent vraiment à destination des enfants, et on voit bien que les libraires, les bibliothécaires, les professionnels et même les parents s'interrogent sur ces questions. Et l'écologie est présente dans le monde de la littérature jeunesse depuis des décennies. Il y a eu la science-fiction, des grands auteurs comme René Barjavel. Mais aujourd'hui, c'est un sujet dont les jeunes auteurs, la jeune génération d'auteurs et de lecteurs s'emparent en particulier. C'est pour ça que Sylvie, tu as choisi de nous lire un passage d'un livre de notre époque qui vient de Suède. C'est quoi ce livre, Sylvie ? Alors ce livre s'appelle La Nature. Il est édité aux éditions Cambourakis, qui s'intéresse beaucoup aussi à ce genre de sujet. C'est vrai que les romans ados parlent beaucoup les romans d'anticipation parlent beaucoup de développement durable, d'écologie. J'ai choisi un album, donc je vais vous en lire un court extrait. Maintenant la foudre frappe, ça claque, ça clignote, ça se déchaîne avec des éclairs partout. C'est comme le réveillon du Nouvel An, mais humide et chaud. Et il fait de plus en plus chaud. Toutes les plates-bandes d'œillets brûlent. Et le garage avec les luges. Et les meubles du jardin. Et le ponton spécial. Et toute l'eau qui a disparu du puits. C'est vrai qu'on y voit une métaphore de ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup Sylvie pour cette lecture. Je te retrouve demain pour parler de choux, de roses, les questions de genre. Merci beaucoup Sylvie. Et maintenant je retrouve tout de suite mes invités. Merci. Je suis désormais avec nos invités qui ont tous l'habitude de faire rimer nature avec culture et plus exactement, ils réfléchissent à comment rendre le circuit du livre plus écolo. Je vous présente tout d'abord Laura Boulet qui est présidente du Centre français d'exploitation du droit de copie. On y reviendra, mais pour nos téléspectateurs, en gros, les associations, les établissements scolaires, les entreprises reproduisent les livres en papier ou en numérique. C'est pas gratuit et vous vous occupez de ce droit de copie-là et vous êtes là aussi parce que vous êtes partenaire du salon. Mais comme sur la télé du salon à Montreuil, on parle bien sûr aux enfants, je vais vous demander si vous avez un souvenir quand vous étiez petite d'un moment en nature, d'un paysage qui vous est cher. Oui, bonjour à tous. J'ai
beaucoup de souvenirs parce que j'ai en plus eu la chance de pouvoir beaucoup voyager dans ma jeunesse du fait de la profession de mes parents. Mais finalement, l'un des plus grands souvenirs, il n'est pas si loin d'ici. Il est en France. Il est dans la forêt des Landes, dans les pins. Voilà, des souvenirs de cabanes, d'après-midi entières dans des cabanes dans les pins. Et puis peut-être à l'adolescence quand même les grands espaces africains, de la Namibie, que j'ai eu la chance aussi de découvrir un peu plus tard. Mais je pense aussi que le lien avec la nature, il se fait au travers des livres quand on est tout petit, puisqu'une grande partie des livres qu'on lit au tout petit, entre 0 et 3 ans, finalement tournent autour beaucoup de cette thématique de la nature, de la biodiversité. On découvre beaucoup de choses. Donc les premiers souvenirs de nature sont dans la nature, mais aussi par les livres. Et on vous donnera des exemples de livres qui parlent magnifiquement de la nature tout à l'heure. On est aussi avec Pascal Lenoir. Pascal, vous êtes président de la commission environnement et fabrication du syndicat national de l'édition et directeur de la production du groupe Gallimard, entre autres. Est-ce que vous avez aussi un lieu qui vous ramène tout de suite à votre enfance Ça va être à peu près la même chose, un lieu en France, une forêt, la forêt de Brocéliande, je suis breton. Et c'était de se retrouver dans les livres qu'on retrouve. Voilà, avec la fée Vivienne, l'enchanteur Merlin, toutes les légendes qui tournent autour. Et cette région empreinte de mythes. Et donc oui, le lien entre la forêt, le livre, les histoires, tout ça, j'ai été baigné dedans. Donc... Et vous êtes en plein dedans encore aujourd'hui, donc ça laisse des traces apparemment. Ça laisse des traces. On est aussi avec Angela Léry. Vous êtes éditrice et cofondatrice de La Cabane Bleue. C'est une maison d'édition qui place l'écologie au cœur de son travail et aussi des thématiques abordées. Et c'est un sujet qui vous habite particulièrement, on y reviendra. Mais d'où vient cette sensibilité ? Est-ce que vous avez des moments de votre enfance qui vous ont éveillé à cette nature que vous aimez tant ? Bonjour. Oui, bien évidemment. Alors moi, j'ai une double culture. Mon papa est martiniquais et ma maman est pareil de la Bretagne du 44, on va dire, à côté de la Bretagne administrative. Et j'ai deux souvenirs qui sont forts en moi. Le premier, c'est le jardin de la maison de vacances où j'allais enfant, qui était un grand jardin avec des pins aussi. Donc c'est marrant, les pins, c'est un paysage qu'on retrouve beaucoup en France, où là on faisait des cabanes aussi avec mes cousins, avec mon frère. Enfin, c'était des moments très très forts dans la nature, avec les animaux autour. Il y avait des oies, il y avait des canards. Enfin, c'était très très chouette. Et là on se sentait vivre, vraiment on se sentait plein. Et puis la Martinique, ces grands paysages, ces forêts, ces belles eaux, ces plantes magnifiques, la mer. Voilà. C'est votre papa la Martinique. C'est mon papa la Martinique, et c'est un endroit où quand je vais là-bas, je reste des heures et des heures et des heures à contempler le paysage. Donc c'est des moments qui éveillent une sensibilité qui reste dans le temps. Tout à fait. Et pour commencer notre débat du jour sur l'écologie dans le monde de la littérature jeunesse, j'aimerais qu'on revienne sur le chiffre dont Sylvie nous a parlé. Elle nous disait qu'il y avait 19 000 titres de littérature jeunesse qui étaient publiés chaque année uniquement en France. Et donc 19 000 titres multipliés par le nombre de tirages pour chaque livre publié. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce chiffre de 19 000 titres publiés chaque année ? Alors moi, ça m'évoque qu'il y a trop de livres et qu'aujourd'hui, je pense, dans l'ère de la transition écologique, qu'il serait intéressant de repenser les choses, qu'il y en ait moins. Donc voilà, on est parti dans le trop et aujourd'hui, on voit bien que personne ne peut supporter ça, que c'est très compliqué. C'est compliqué pour beaucoup de gens dans cette vaste écosystème du livre, plus que chaîne d'ailleurs, parce qu'on est un écosystème et on interagit les uns avec les autres. Et aujourd'hui... Il faut produire moins pour produire mieux, c'est ça Je pense qu'il faut produire moins pour produire mieux, qu'il faut effectivement essayer de comprendre cet écosystème et de se dire aujourd'hui ce serait bien que les livres soient fabriqués au plus près, qu'ils soient optimisés en termes de fabrication et qu'il y ait moins de livres et qu'on fasse plus attention à la production globale des livres. Voilà. Pascal, Laura, vous êtes d'accord avec cette idée de produire moins pour produire mieux ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la publication et il y a le nombre d'exemplaires.
Je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde les deux. Il y en a un qui est le nombre de publications. Je pense que si aujourd'hui il y a ce nombre-là, c'est que il y a un marché pour l'accueillir, il y a des lecteurs pour les lire, il y a des auteurs qui aussi ont des envies et des souhaits d'être publiés. Je pense que cette diversité-là a été une capacité de rebondir après le Covid, où là, les librairies ont été malgré tout fermées. Et donc, ce dynamisme, c'est notre créativité, c'est notre résilience face à plein d'événements. Il y a eu le Covid, maintenant il y a les tensions sur les appros papier et sur les prix. Donc il faut faire attention. Ensuite, il y a le nombre d'exemplaires. Je pense que c'est là où il y a un travail important à faire sur l'ajustement des tirages pour qu'on soit réellement au juste besoin. Et c'est là où il y a un travail à faire de filière. Ce n'est pas qu'un problème d'éditeur, c'est un problème de l'intégralité de la filière pour comprendre le fonctionnement et amener le livre au bon endroit, au bon moment pour le bon lecteur. Donc c'est faire moins de copies pour qu'il n'y ait pas de livres invendus, de livres détruits. C'est aussi cette question-là. Le nombre de publications, c'est aussi le signe d'une industrie du livre qui va bien en France, mais il faut faire attention à ne pas en sortir de trop, c'est ça. Et si on regarde le panorama général, est-ce que le livre, c'est vraiment une industrie qui est très polluante en fait est-ce que le livre pollue tant que ça ? Alors, je ne vais pas répondre à cette question, mais sur la précédente, pour faire le lien avec le nombre d'exemplaires, nous, ce qu'on constate au Centre français de la copie, c'est que on intervient au niveau des exploitations secondaires, c'est-à-dire quand le livre est copié, finalement. Et c'est aussi un autre moyen de partager la culture, de partager le contenu d'un livre qui s'inscrit complètement dans le prolongement du nombre d'exemplaires. Donc voilà, la copie peut être complémentaire par rapport à cette question en fait d'exemplaires vendus. Et ça, voilà, il y a d'autres moyens de partager aussi le livre si on en produit un petit peu moins. Donc c'est intéressant de jouer sur cette complémentarité, me semble-t-il. Alors sur votre question, voilà, je laisserai plutôt les autres invités répondre. Est-ce que le livre est une industrie si polluante que ça ? Oui, l'impact du livre est très important. Aujourd'hui, alors, il y a eu un rapport du WWF en 2018 et c'était 70% de la production jeunesse fabriquée donc, en Asie. Donc pour moi, les livres qui viennent de très très loin comme ça, qui parcourent des milliers de kilomètres, je pense qu'effectivement, il y a un vrai impact, sans compter après l'impact social, parce que l'écologie, c'est l'environnement, mais c'est aussi l'humain. Donc il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Et donc cette fabrication très très loin, elle est très très impactante. Donc le papier, effectivement, c'est un sujet qui est abordé aujourd'hui de manière assez forte en France. Donc on a quand même beaucoup de réflexions autour du papier. Il y a des labels. Donc aujourd'hui, ça, je pense que dans l'édition, 90% des éditeurs utilisent du papier labellisé. Donc ça fait partie effectivement des choses. Mais voilà, les livres sont quand même fabriqués très très loin. Ils traversent les océans. Ils viennent en cargo quand même. Et qu'est-ce qu'on raconte aux enfants ? On leur raconte qu'il faut aimer la nature, qu'elle est belle cette nature, qu'il faut la préserver. Et on fait un petit peu l'inverse. Et on ne repense pas à toutes ces questions-là. Voilà, donc aujourd'hui je pense qu'effectivement cette question des tirages est très très importante aussi. Réduire la voilure, essayer de rapatrier sa production ici, essayer de trouver des solutions ensemble, les gros et les petits, parce qu'effectivement il y a plusieurs typologies aujourd'hui d'éditeurs. Donc, on reviendra tout à l'heure à comment on fait un livre le plus éco-responsable possible. Oui. Mais Pascal, vous qui êtes plutôt du côté de la production, est-ce qu'on peut envisager de produire aujourd'hui tous les livres en Europe, en France, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a encore du savoir-faire qui n'est pas près de nous ? Alors c'est la vraie problématique. L'Europe et la France plus particulièrement a vu depuis les années 80-90 une désindustrialisation forcenée et qui fait que malheureusement aujourd'hui nous n'avons pas toutes les compétences ni tous les outils pour pouvoir fabriquer l'ensemble des ouvrages qu'on pourrait fabriquer en Europe et en France. C'est une vraie question stratégique. Mais qui aujourd'hui n'a pas de réponse. On a une industrie graphique qui malheureusement perd tous les ans des consommations. On a divisé par 2 la consommation papier en France en l'espace de 15 ans. Donc vous avez une industrie
un, qui s'est désindustrialisé, deux, qui était obligé de se redimensionner à l'aune des consommations aujourd'hui à la baisse. L'autre chose, c'est qu'on a dans ces livres différentes typologies de livres et donc des livres très compliqués, fabriqués avec des savoir-faire manuels que l'on n'a pas. Par exemple, on n'a jamais livres avec des pop-up, livres avec des flaps, des choses comme ça. Donc tous les livres qui aujourd'hui sont fabriqués encore en Asie, en fait, ce sont ceux qu'on n'arrive pas à fabriquer en Europe ou en France, sur des marchés, en plus, sur ces livres qui sont des marchés internationaux. On travaille beaucoup à la coédition, donc ce sont des ouvrages qui sont très coûteux à la conception, avec de l'électronique ou avec des pop-up, avec de l'ingénierie papetière, et qui nécessitent donc des coûts, des investissements, et qui sont répartis sur différentes langues. Donc on va vendre ces ouvrages à des Américains, des Anglais, à des Allemands, etc., qui nous permettent de produire en masse. Sauf qu'en masse, ça veut dire une grosse usine. Ce qu'on n'a plus forcément chez nous. Et voilà. Et une imprimerie en France, c'est 10 personnes en moyenne. Quand vous allez en Asie, c'est 1000 personnes. Oui. Donc la production de masse, en tout cas, c'est encore difficile de faire en Europe. J'imagine qu'à une échelle plus réduite, on peut produire très bien près de chez nous. Angela, dans votre maison d'édition, vous essayez de réfléchir à la façon de faire le livre le plus éco-responsable possible. Dites-nous un petit peu comment on fait, où est-ce qu'on produit, comment on fait pour réduire son impact. Alors déjà, on s'affranchit effectivement de certains types de fabrication. Donc nous, du coup, on va pas avoir de fabrication, on va dire, un peu complexe. C'est la vraie question, c'est est-ce qu'il faut continuer à faire des livres comme ça? Point d'interrogation, hein. Il n'y a pas de jugement derrière ça, c'est une vraie interrogation. Nous, on a choisi de ne pas le faire, en tout cas, c'était important pour nous. Et réduire, c'était aussi se dire, on voudrait avoir une empreinte moindre, donc faire fabriquer nos livres en France, réussir à faire en sorte qu'ils soient les moins impactants possibles. Donc on a une optimisation, ils ont tous le même format, comme ça on peut les amalgamer, hein, on peut les produire tous en même temps. Il y a moins de gâche papier en machine, on a un calage plutôt qu'un calage par titre. On va avoir un calage pour 4 titres par exemple. C'est-à-dire qu'ils ont la même taille, donc on peut les faire avec les mêmes machines au même moment. Exactement. Et on gâche moins de papier. Donc ça fait partie effectivement d'un choix de fabrication. On va avoir aussi, nous, on a fait un choix un peu drastique de ne pas avoir de pelliculage, donc pas de plastique sur nos livres. Exactement, donc effectivement, ils seront un petit peu parfois un peu plus abîmé et un peu plus fragile. Après, moi, je pars du principe qu'un objet, ça vit aussi. Donc bon, un petit peu abîmé. Est-ce que c'est vraiment très très important? Ça, pareil, c'est une question qu'on laisse à chacun. Le fait de faire moins de titres aussi, on va éviter de rentrer dans ce cycle de la surproduction, parce qu'on peut aussi se dire que le pelliculage, c'est que les éditeurs, ils se disent waouh, si jamais je pellicule pas, mes livres, ils vont vraiment prendre des pocs, ça va être compliqué. Ils vont s'abîmer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de flux, il y a beaucoup de retours aussi. Oui, le transport. En fait, toutes ces questions-là sont liées. La surproduction, les retours, c'est lié aussi à la fabrication. Donc du coup, je pense que quid de la surproduction pour pouvoir essayer de faire des livres un peu moins impactants pour notre environnement. On reviendra dans un deuxième temps du débat sur ce qui est... C'est ces choix-là qu'on a fait sur la partie fabrication. Oui, et on verra après ce qu'il y a à l'intérieur, dans le deuxième temps du débat. Avec le papier aussi, bien sûr, labellisé, dont peut-être vous pouvez parler un peu plus, Monsieur Lenoir, et des encres à base végétale. Alors ça, c'est encore pareil, très complexe. On en parlera après une surprise que nous a réservée un auteur jeunesse. On va retrouver tout de suite nos invités. Mais avant, je vous invite à regarder une petite vidéo que nous a fait Timothée de Fombelle avec l'illustrateur Benjamin Chaud, et on en discute juste après. 101 façons de lire tout le temps. La fleur des champs s'ouvre au printemps. Le bonhomme de neige. L'absente. La résistante. Le somnambule vit dangereusement. L'irréductible se débrouille toujours. Le poulpe ne choisit pas. L'escargot ne se presse pas. Attention,
la lecture solitaire et compulsive de livres jeunesse par des adultes responsables, majeurs et parfois parents de jeunes enfants doit être sévèrement punie si elle empêche ces mêmes enfants de pouvoir accéder de temps en temps à leurs livres. Voilà, c'était Timothée de Fontbelle et ses conseils pour lire partout et dès que possible. On est de retour et le débat se poursuit sur le plateau du Social Club. On le voit dans les images, dans les illustrations de Benjamin Chaud, de très belles images de nature, les fleurs des champs, la neige. Et c'est vrai que quand on est petit, on a tendance à avoir ce sentiment naturel pour la nature. Parfois, on le perd tristement quand on devient grand, mais dans le monde du livre, il y a plein de façons de susciter cet émerveillement, de recréer cette fascination qu'on a quand on est petit. On y reviendra quand on parlera des livres d'Angela, mais juste avant de terminer, de regarder la vidéo, on parlait de la labellisation du papier. De quoi on parle quand on parle des labels papier ? Alors, vous avez deux labels principaux, le FSC, qui est un label qui a été créé en 93 par WWF et Greenpeace, et PEFC, qui est un label plutôt monté par les industriels. Donc c'est sur les forêts Alors, ça démarre sur la parcelle, où ils doivent respecter les forestiers des règles strictes de coupe, de replantage et toute une partie aussi sur la biodiversité, le respect de la biodiversité et sur les essences utilisées. Ensuite, ça trace l'ensemble de ce bois qui a été coupé, en passant par la fabrication de la pâte, puis la fabrication du papier, puis l'imprimeur. Donc vous avez un papier s'il est certifié, c'est-à-dire qu'il vient de forêts durablement gérées et que tout le long de la chaîne, il aura été séparé physiquement de tous les autres lots qui auraient pu être mélangés et qui, eux, ne l'auraient pas été. Donc c'est pour nous un moyen précieux de revendiquer une protection de la forêt, qui en Europe a grandi. Aujourd'hui, les éditeurs français qui pèsent à peu près 7% de la consommation papier française, donc je parlais tout à l'heure de diviser par deux, donc il y a 15 ans on n'en pesait que 3%, 98%, c'est une publication qui va paraître là début de ce mois, on vient de faire notre dernière enquête au SNE, et donc 98% des papiers utilisés proviennent de forêts durablement gérées ou recyclées. Donc on arrive pratiquement à 100%. Bon, il reste encore des efforts à faire, il faut le faire, mais on est sur cette partie-là, on est assez... Voilà, on garantit au moins. Oui, il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années. Je me tourne vers vous, Laura. Donc, vous êtes à la tête du Centre français du droit de copie. Est-ce qu'on peut revenir sur le fonctionnement du CFC et vous collectez de l'argent et comment cet argent il peut aussi aider à durabiliser l'industrie du livre, à la rendre plus consciente? Quelles actions vous soutenez avec le CFC? Racontez-nous. Alors, en un mot, effectivement, la mission du CFC, c'est d'aller collecter les droits d'auteur de deux secteurs d'activité, le livre et la presse. Dès qu'il y a une copie, comme on l'a dit tout à l'heure, soit une copie papier, soit une copie numérique. Donc, on signe des contrats d'utilisation avec tous ceux qui font des copies. Donc, ça peut être les écoles, tous les établissements scolaires, quel que soit le niveau, ou les entreprises publiques ou privées qui font des copies. Et donc, on a des contrats avec 80 000 organisations. Et en 2022, à la fin de l'année, nous aurons reversé 54 millions d'euros à l'écosystème du livre et de la presse, donc aux éditeurs et aux créateurs, aux auteurs et aux journalistes. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur de notre activité. Et la manière dont on soutient effectivement toutes les problématiques du développement durable, il y a plusieurs façons. Déjà, tout simplement en reversant à certains types de publications leurs droits d'auteur. Et aujourd'hui, il y a plus de 175 publications qui sont entièrement dédiées au développement durable et à ces sujets-là que l'on finance au travers le droit d'auteur. Donc évidemment, on leur apporte un soutien important. Ça, c'est la première voie. La deuxième, c'est que le CFC soutient des actions culturelles qui sont portées par des associations, qui sont, s'agissant du livre, des actions culturelles qui sont liées à la promotion de la lecture, à la formation professionnelle dans le secteur du livre. Et pour vous donner des exemples,
On soutient par exemple une association qui s'appelle Jeunes Reporters pour l'Environnement, qui finance des projets de plus de 700 jeunes autour du développement durable, donc qui permet effectivement d'encourager les changements de comportement. On a aussi des clubs de la presse qui travaillent aussi beaucoup à essayer de diffuser un maximum de contenu, encore une fois comme un levier de changement des comportements. Et puis on a les petits champions de la lecture aussi, voilà, qui est un concours de lecture à voix haute, donc de livres jeunesse. Et c'est vrai que dans les livres qui sont choisis, et encore cette année, il y a des livres, voilà, qui portent ces sujets. L'un des livres, je relis bien le titre, voilà, Le gang des chevreuils rusés, parce que je ne veux pas me tromper, Le gang des chevreuils rusés, c'est l'histoire d'une bande de jeunes gens qui s'opposent à la construction d'un grand hôtel pour des raisons et pour protéger l'environnement. Donc il y a de plus en plus, on le disait tout à l'heure, de littérature, et c'est important que ce soit pas uniquement la littérature des tout petits, mais aussi de la littérature au niveau de l'adolescence qui porte ces sujets, et c'est de plus en plus le cas. Et donc au travers de ces actions culturelles, de notre soutien, voilà, on finance finalement toutes ces démarches qui cherchent à faire changer les comportements et à sensibiliser. Oui, vous avez commencé à évoquer aussi le fond, le contenu des livres, parce qu'on a parlé beaucoup de la chaîne du livre, comment on produit, après le transport, toutes ces questions-là. Mais au cœur de notre sujet, au Salon du Livre Jeunesse à Montreuil, il y a ce qu'il y a dans les livres, et je pense que c'est un point important aussi pour susciter un sentiment d'amour, de respect pour la nature, créer cet émerveillement, et c'est aussi comme ça que vous sélectionnez vos histoires. Angela, est-ce que vous avez des livres à nous présenter qui visent à susciter l'émerveillement dès le plus jeune âge? Oui, alors c'est vrai que nous, c'est notre ligne éditoriale, on sensibilise, on montre la beauté de la nature, effectivement, avec à travers des histoires, des jolies histoires, des fables écologiques ou des documentaires un petit peu originaux qui vont permettre à la fois d'avoir une accroche au réel, effectivement. L'idée, c'est pas de mentir ou de nier la réalité, au contraire. Sur plein d'animaux. Des animaux comme celui du doigt. Donc, c'est de montrer, par exemple, là, toute la beauté de ces espèces, à quel point elles sont importantes dans notre écosystème, mais aussi les problématiques auxquelles elles font face, qui sont souvent des problématiques dues à nous, les hommes. Donc, voilà, on va passer par ça. L'idée, c'est de sensibiliser, même que ce soit très sensible, que ça provoque des émotions qui vont donner, effectivement, cette envie de préserver, de prendre soin. Ça, c'est vraiment très, très important pour nous. Susciter les émotions, on parle aussi de fiction. Voilà. Enfin, la fiction peut nous servir au-delà du documentaire. Exactement. Par exemple, on va avoir ici La bonne idée de Monsieur Johnson, qui est un très bel album de Pierre Gross et Rémi Saillard, où on va suivre, c'est inspiré de l'histoire vraie de ce petit monsieur, Herbert Johnson, qui était gardien d'une décharge aux États-Unis et qui a du coup transformé cette décharge en réserve naturelle, en replantant donc à même les déchets des végétaux, parce qu'il était vraiment passionné. Et ce petit monsieur, personne ne le connaît, et je pense que c'est important de parler de ça, des petits colibris, des gens qui petit à petit amènent leur petite goutte d'eau, hein. C'est vraiment cette figure qu'on connaît tous, cette image du petit colibri qui éteint l'incendie, et là c'est vraiment ça. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on amène aussi les enfants à être des adultes résilients potentiellement, et à avoir moins peur aussi, parce qu'on est beaucoup aujourd'hui dans cette éco-anxiété, et l'émerveillement, ça donne envie en fait d'aller plus loin, d'être positif aussi. Oui, je vous vois réagir, Laura et Pascal. Nous, quand on parle d'écologie, quand on est grand, on s'angoisse vite. Donc ces images dont nous parle Angela, ça fait du bien. L'image du colibri, ça vous a fait sourire. Chacun à son échelle, en fait. Même si on peut juste verser un petit peu d'eau sur l'incendie, ça aide, ça fait avancer les choses. Qu'est-ce que... Non, je pense que c'est tout à fait vrai. Vous parlez d'émerveillement, c'est par la beauté, l'émerveillement que la prise de conscience se fait, et l'envie de protéger, et pas uniquement, effectivement, si on présente tout cela comme une contrainte permanente, je pense qu'on aura du mal à faire changer les habitudes, alors que, encore une fois, la prise de conscience passe par l'émerveillement chez les enfants, la beauté chez les adultes, l'envie de protéger ce qu'on a et ce qui est beau. Je pense que voilà, c'est certainement une meilleure voie.
Et une autre question qu'on se pose, tout à l'heure on parlait du droit de copie, donc la façon dont on fait revivre un livre une fois qu'il a été créé. Dans l'industrie du livre, dans son circuit, c'est quelque chose d'important que le livre soit lu et relu, qu'il reste pas dans une bibliothèque et qui continue de vivre. Il y a aussi le circuit de la seconde main, il y a de plus en plus de libraires qui se consacrent à faire circuler des livres, à revendre des livres usagés s'ils sont encore en bon état. Est-ce que c'est en partie l'avenir du livre que la seconde main ? Pascal, on doit en tenir compte, oui. Le marché du livre de seconde main et d'occasion est important. Et c'est vrai que le livre, si on le fabrique, c'est pour qu'il dure dans le temps. Et c'est pour ça qu'on utilise des papiers relativement épais, qu'on utilise des façonnages un peu résistants. C'est pour cela. Pour autant, il faut que l'on fasse attention, c'est que le livre d'occasion aujourd'hui ne rémunère pas l'ensemble de la chaîne. Donc c'est là où il y a un travail important à faire. Et là, la filière doit aussi se mettre à table pour discuter et définir qu'est-ce qu'un livre d'occasion. Et le définir pour permettre la rémunération de l'ensemble de la chaîne. Et entre autres, l'auteur. Effectivement, c'est tout à fait ça, mais il y a aussi l'occasion, ça génère aussi pas mal de problématiques environnementales. Aujourd'hui, on va être sur beaucoup de livraisons individuelles via des sites, voilà, il y en a plein, Vinted, Recyclive, tout ça. Et tout ça, ça génère un coût assez important. Donc c'est pareil, ça aussi, c'est une vraie réflexion. Est-ce que le mieux, c'est pas d'aller chez son bouquiniste de proximité, à la bibliothèque pour emprunter des livres, d'être vraiment en local? Voilà, il y a beaucoup de questions aussi effectivement environnementales qui se posent, parce que la seconde main c'est super, mais le transport c'est des flux et ça revient finalement potentiellement au même. Donc voilà, toujours pareil, réfléchir à tous ces flux. Ça pose effectivement la question de l'impact sur la copie. Alors on constate effectivement, donc historiquement les copies étaient papier et il y a une transition numérique et elles deviennent de plus en plus numériques. Alors elles sont complètement numériques dans les entreprises en ce qui concerne la reproduction des contenus de presse. Le livre, c'est beaucoup le livre scolaire et parascolaire qui est copié. Il est copié pour l'instant à tous les niveaux d'établissement, d'enseignement. Il est copié encore en papier, de manière reprographique. Alors nous, on ne fait que constater au CFC. À l'université, on est déjà un peu plus sur le numérique. À la maternelle, on continue à être sur de la copie papier. Quel impact ça va avoir ? Instinctivement, on en parlait avant le début de l'émission, on pourrait se dire... instinctivement on se dirait il y a moins de copies papier, c'est plutôt mieux. Le numérique est mieux que le papier. C'est vrai, on sait très bien que voilà, on est en train simplement de découvrir et d'avancer sur ce qu'est l'impact du digital. Et aujourd'hui on le mesure pas forcément très très bien. On commence à mieux le mesurer et on le mesure pas bien. Et deux, c'est vrai que le numérique peut encourager un partage beaucoup plus facile, qui effectivement démultiplie l'impact aussi. Donc voilà, c'est toutes ces questions qui se posent là aujourd'hui, qui ne sont pas encore complètement tranchées. Oui, le numérique, c'est les questions aussi où est-ce qu'on produit les pièces. Il y a aussi énormément de transport, l'électricité qu'on consomme, donc c'est pas non plus les terres rares quand même qui sont dans les liseuses, dans les téléphones. Voilà, c'est quand même. Nous, on a des labels. J'aimerais en voir un jour sur un téléphone portable. Oui, les labels écolos. Aujourd'hui, le numérique, on critique beaucoup l'aviation civile. Tout le monde reproche à l'avion de consommer beaucoup d'énergie. Le numérique, c'est plus que l'aviation civile. Demain, et c'est très proche, ça va être plus que la voiture individuelle. Donc le numérique, souvent dénommé dématérialisant les contenus, c'est pas dématérialisant. Vous avez des fermes avec des clouds réfrigérés, etc. Vous avez des satellites qui tournent autour de la Terre. Non, le numérique est très très impactant numérique sur un plan climatique et aussi sur les problématiques d'approvisionnement de matières premières rares. Et donc, et la dernière chose, c'est que c'est pas recyclable. C'est au mieux reconditionnable, au mieux reconditionnable. Donc il y a là aussi sur le numérique un énorme travail à faire. Et puis après, en fonction des usages, bien oui, le numérique peut être plus utile, plus pratique, moins impactant. Et puis par moment, ce sera le papier. Mais là aussi, il faut on se fasse un travail ensemble pour mieux communiquer et pour mieux transmettre l'information qui fera que le lecteur y retrouvera son compte et que notre planète sera protégée.
Merci beaucoup à vous trois pour ce débat très intéressant. L'émission n'est pas encore tout à fait terminée. Avant de nous quitter, une des autrices préférées des petits et des grands nous a préparé une vidéo. C'est Suzy Morgenstern. Elle a un conseil à nous donner pour vivre heureux tous les jours. Maintenant qu'on parle d'éco-anxiété, voilà une façon de souffler un petit peu. Je m'appelle Suzy Morgenstern. Je vais vous donner un truc pour une vie époustouflante. Dis merci à tous ceux qui te sont chers. Plus tu dis merci à la vie, plus la vie te donne de quoi dire merci. Existe-t-il un mot plus magique? Dis merci à tout ce qui t'enchante, aux objets aussi. Ton lit, ton oreiller, tes chaussettes, ta brosse à dents. Fais une liste de tous les merci. Attention, une longue liste. Un mot universel, essentiel, tombé du ciel. Merci, 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 merci la vie. C'était mon premier mot en français. Merci et bonjour. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Il y a un livre qu'on connaît tous, je crois, Bonsoir Lune. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait dire merci Lune. Je suis dans mon jardin à Nice et je dis merci citron, merci orange, merci romarin, merci basilic, merci bougainvillier, merci les fleurs, merci le ciel, merci la terre, merci la vie. À combien monte le numéro des merci qu'on peut donner? C'est vraiment infini. On est de retour sur le plateau du Social Club et comme Suzy disait, merci la terre, merci la vie. C'est pas sans rapport avec ce dont on parlait. On peut dire merci à Suzy et puis merci à vous trois, Laura, Angela, Pascal, d'avoir été avec nous puisque l'émission touche à sa fin. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et pour vous qui êtes à la maison, avant de se quitter, si la thématique de l'écologie vous intéresse et que vous voulez explorer la question dans la littérature jeunesse, il y a une multitude de livres, mais je vous en présente quelques-uns. On a De pire en pire, c'est écrit par un collectif d'écrivains, l'Atelier du Trio, et illustré par Claire Jakowski, aux éditions Pourquoi pas. Donc c'est une histoire de famille qui incite à changer sa façon de vivre, de consommer, sans moralisation, sans nous angoisser. On a pour les plus petits le grand livre de Ma petite planète de Raphaël Bott et Elisa Géhin, aux éditions de Thierry Magnier. Donc un livre aux illustrations acidulées, avec plein d'informations et d'activités à faire pour mieux connaître le monde qui nous entoure. Et enfin, on a Punch, l'intégrale de la saison 1 qui s'appelle Dans la nature. C'est plusieurs écrivains, plusieurs illustrateurs qui nous proposent 4 récits courts chez Kinaï Éditions. Et c'est des histoires de nature avec beaucoup de magie et un peu de fantastique aussi. Donc tous les ouvrages qu'on a cités dans l'émission sont sur le site de slpjplus.fr pardon, et vous pouvez aussi nous revoir sur le YouTube du salon avec nos invités. Nous on se retrouve demain à 18h15 sur le plateau du Social Club. On parlera de questions de genre cette fois-ci dans la littérature jeunesse, et tout de suite à 19h15 je vous laisse avec le live présenté par Camille Bourlot. Merci encore. Merci Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.